La première chose que j'ai ressentie quand mon fils m'a poussé contre le mur n'était pas de la douleur. C'était de la honte. La honte d'avoir cru que le mot « famille » signifiait encore quelque chose dans cette maison que j'avais aidé à payer. La honte d'être là, à 65 ans, traitée comme une intruse, pendant que ma belle-fille me regardait les bras croisés, sans ciller, comme on regarde un animal qu'on abat. Mon visage brûlait. Mon épaule lancinait. Et tout ce à quoi je pouvais penser était « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Je m'appelle Madeleine Arthaud. Je suis née à Lyon, j'y ai vécu toute ma vie. J'ai travaillé 42 ans comme assistante administrative dans un cabinet comptable du 2e arrondissement. J'ai élevé mon fils seul après que mon mari, Henri, soit mort d'une crise cardiaque à 53 ans. Julien n'avait que 17 ans. Je me suis accrochée au travail, aux factures, aux jours qui passaient sans sens, parce qu'il était tout ce qui me restait. Quand il m'a dit qu'il allait épouser Élodie, une jolie fille aux cheveux châtains ondulés et au sourire calculé, j'ai fait semblant de ne pas voir les drapeaux rouges. J'ai fait semblant de ne pas remarquer comme elle me parlait peu, comme ses yeux glissaient sur les objets de ma maison, comme on évalue la valeur d'une vente aux enchères. J'ai fait semblant parce que je voulais croire que mon fils serait heureux, que moi, enfin, j'aurais une vraie famille. Mais cette veille de Noël, alors que Lyon se couvrait de lumière dorée et que le marché de Noël de la place Bellecour remplissait les rues de rires et de chansons, je tenais 3 relevés bancaires dans mon sac en cuir usé. 3 mois de virements électroniques que je n'avais pas autorisés. 8 400 €. Mon argent. L'argent que j'avais économisé centime par centime pendant des décennies, me privant de dîner, de vêtements neufs, de tout luxe, pour avoir de la sécurité, pour ne dépendre de personne. Et le nom sur le compte destinataire était un seul, Élodie Vernier. J'aurais dû attendre, j'aurais dû consulter un avocat, porter plainte, agir avec sang-froid. Mais quelque chose en moi s'est brisé quand j'ai vu ces chiffres. Quelque chose d'ancien, de primitif, qui criait « Elle t'a volé. Elle est entrée dans ta vie et t'a volé. » Alors j'ai pris mon manteau gris en laine, noué mon foulard autour du cou, suis monté dans le bus de la ligne C3 et suis descendu à la station Saxe-Gambetta où ils habitent, où j'ai aidé à payer l'appartement. Où moi, comme une idiote, j'ai signé comme garante du loyer parce que « Maman, on a vraiment besoin de ton aide. » Juste cette fois. Quand j'ai sonné, c'est Élodie qui a ouvert. Elle portait une robe rouge, un maquillage impeccable, les cheveux détachés. Derrière elle, le sapin de Noël clignotait avec des lumières blanches. Il y avait des flûtes de champagne sur la table. Des rires venaient du salon. Des amis. Une fête. Et moi là, avec mon vieux manteau et mon sac plein de papiers qui prouvaient le vol. « Madeleine » a-t-elle dit sans chaleur, sans surprise. Juste mon prénom. Ni « belle-mère », ni « bonsoir ». Juste mon prénom, comme si j'étais une vendeuse à domicile. « Nous devons parler », ai-je répondu, la voix ferme, mais les mains tremblantes. Elle n'a pas bougé. Elle a regardé derrière elle, vers les invités, puis de nouveau vers moi. « Ce n'est pas le bon moment. C'est le seul moment », ai-je dit, et j'ai sorti les relevés de mon sac. « Tu as pris 8 400 € de mon compte. Je veux savoir pourquoi. » Son sourire n'a pas vacillé. Pas d'1 millimètre. Elle a simplement respiré profondément, s'est retournée et a crié « Julien, ta mère est là. Mon fils est apparu dans l'embrasure du salon, un verre de vin à la main, chemise de ville ouverte au col. Il m'a regardé, puis Élodie, et quelque chose dans son visage a changé. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'irritation. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Demande-lui, » ai-je répondu en pointant Élodie. « Demande-lui ce qu'elle a fait avec mon argent. » Julien a soupiré, un long soupir fatigué, comme si j'étais une enfant impertinente. « Allons à l'intérieur, on ne va pas parler de ça sur le palier. » Je suis entrée. La musique s'est arrêtée. Leurs amis me regardaient. Je me suis sentie petite, vieille, ridicule. Mais j'ai continué. Parce que cet argent était le mien. Parce que j'en avais le droit. Dans la cuisine, Julien a fermé la porte. Élodie s'est adossée au comptoir, bras croisés comme une juge. « Maman, tu exagères », a-t-il commencé.
J'exagère, ma voix est montée. 8 400 € ont disparu de mon compte. Des virements automatiques que je n'ai pas autorisés. Et son nom est là. Élodie a fait un pas en avant. Tu as autorisé, si. Je n'ai jamais. Tu as signé le papier à l'agence immobilière, a-t-elle dit calmement, comme on explique quelque chose d'évident. Quand tu es devenue garante, tu as donné la permission pour des prélèvements automatiques. Tout est légal. Mon cœur s'est arrêté. C'était pour le loyer, pas pour que vous preniez ce que vous voulez. Le contrat stipule qu'en cas de retard, nous pouvons demander des avances, a dit Julien en évitant mon regard. On avait des difficultés, on avait besoin de cet argent. Et vous n'avez pas pensé à me prévenir, à me demander, à me donner l'option de dire non? Silence. Puis Élodie a souri, un sourire fin, tranchant. Tu dis toujours oui, Madeleine, toujours. Tu vis pour être utile. Alors on ajuste, faciliter les choses. C'est là que quelque chose en moi a explosé. Vous m'avez volé. On n'a rien volé, a crié Julien. Tu as signé le papier, tu voulais aider. Je voulais aider mon fils. Je ne voulais pas être volée par une femme qui me regarde à peine. Élodie s'est avancée. Ses yeux brillaient de colère. Fais attention à ce que tu dis. Ou quoi? Tu vas voler encore plus? Tu vas prendre ce qui reste? Elle m'a giflé. Fort. Le bruit a résonné dans la cuisine. Mon visage a brûlé. J'ai trébuché en arrière, me suis retenue à la table, mais elle est revenue vers moi, me poussant, criant des choses que j'arrivais à peine à entendre. Et Julien. Julien ne l'a pas arrêté. Il est venu vers moi, m'a attrapé par les épaules et m'a poussé contre le mur. « Ça suffit !» a-t-il hurlé. « Ça suffit avec ta paranoïa. Ça suffit de venir ici nous humilier. » J'ai regardé dans ses yeux. Mon fils. Le petit garçon que j'avais bercé, nourri, habillé. Et j'ai vu un étranger. « Julien ?» ai-je murmuré. « Sors d'ici, » a-t-il dit, bas, dangereux. « Sors d'ici, et ne reviens plus. » Élodie a ouvert la porte de la cuisine. Les invités regardaient. Certains filmaient avec leur téléphone. J'ai marché vers la sortie, le visage lancinant, l'épaule douloureuse, les jambes flageolantes. Quand je suis arrivé à la porte, Julien a dit « Reste loin de nous » et il a claqué la porte. Peut-être que vous qui m'écoutez maintenant connaissez cette douleur. La douleur d'être jeté par ceux que vous avez aimés toute votre vie. Peut-être que vous aussi avez tout donné et reçu seulement du mépris. Si c'est le cas, si quelque chose en vous reconnaît ce que je ressens, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Dites votre pays, votre ville. Parce que quand on sent qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes vivent les mêmes trahisons, il devient un peu plus facile de respirer. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne. Parce que cette histoire n'est pas encore terminée, et ce qui vient ensuite va tout changer. Je suis sorti de là en saignant de l'intérieur. J'ai descendu les escaliers lentement, en me tenant à la rampe. Parce que mes jambes me soutenaient à peine. Je suis arrivé dans la rue. Lyon brillait. Les lumières de Noël clignotaient. Les familles riaient. Et j'étais là, seul, le visage brûlant et le cœur brisé. Je suis rentré chez moi en bus. Je me suis assise au fond, où personne ne me voyait. J'ai pleuré en silence. Quand je suis arrivé dans mon appartement de Croix-Rousse, j'ai enlevé mon manteau, me suis lavé le visage et me suis assise dans la cuisine. Je suis restée là pendant des heures, à regarder l'horloge, à écouter les feux d'artifice du réveillon éclater au loin, à penser, à planifier. Parce que je me suis souvenue de quelque chose que Julien avait oublié, quelque chose d'important. 2 jours plus tard, alors que la France célébrait encore Noël, mon téléphone a sonné. C'était lui. « Maman, tu n'as pas payé la voiture ?» Je suis restée silencieuse. J'ai respiré profondément. Et j'ai répondu avec seulement 5 mots. 5 mots qui allaient tout changer. Non. Et je ne le ferai jamais. Et j'ai raccroché. Julien m'a rappelé 7 fois en 10 minutes. 7 fois. Je regardais l'écran de mon téléphone vibrer sur la table de la cuisine. Son nom s'affichant encore, et je n'ai pas décroché une seule fois. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était autre chose. Une sensation étrange, presque enivrante.
Pour la première fois en 2 jours, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais puissante. Vous voyez, il y a des détails que j'ai omis de mentionner, des détails importants. Quand Julien et Élodie ont acheté leur voiture, une Peugeot 3008 grise, toute neuve, avec siège en cuir et système de navigation intégré, ils n'avaient pas assez d'argent pour la compte. Alors ils sont venus me voir, comme toujours. « Maman, on a besoin de ton aide. Juste cette fois, on te remboursera, promis. » Et moi, comme une idiote, j'ai dit oui. J'ai versé 12 000 €. Mais je n'étais pas complètement stupide. J'ai exigé que mon nom figure sur le contrat de financement comme co-emprunteuse. Ce qui signifie que sans ma signature, sans mes paiements mensuels, la banque reprendrait la voiture. Et j'avais arrêté de payer. Le silence dans mon appartement était devenu mon refuge. Je buvais mon café lentement, regardant par la fenêtre les toits de Croix-Rousse se couvrir de givre matinal. Les gens marchaient dans les rues, emmitouflés dans leurs manteaux, se pressant vers leur vie bien ordonnée. Et moi, j'étais là, tenant une tasse chaude entre mes mains, sentant pour la première fois depuis longtemps que j'avais repris le contrôle de quelque chose. Même si ce quelque chose était petit, même si c'était juste une voiture. Le 8e appel est arrivé. Cette fois, c'était un message vocal. La voix de Julien était différente. Pas en colère, paniquée. « Maman, s'il te plaît, décroche. La banque a envoyé un courrier. Ils disent que si le paiement n'est pas fait avant le 30, ils viennent récupérer la voiture. Maman, s'il te plaît, on peut parler de ça, on peut arranger les choses. Rappelle-moi. » J'ai écouté le message 3 fois. Chaque mot, chaque pause, chaque tremblement dans sa voix. Je cherchais quelque chose. Des remords, peut-être. Des excuses sincères. Mais tout ce que j'entendais, c'était de la panique pour lui-même. Pas pour moi, pas pour ce qu'il m'avait fait, pour ce qu'il risquait de perdre. Puis je l'ai supprimé. J'ai posé le téléphone et j'ai continué ma journée. J'ai fait la vaisselle. J'ai plié le linge. J'ai arrosé mes plantes sur le rebord de la fenêtre, un géranium rouge que j'avais depuis des années, qui refusait obstinément de mourir malgré mes longues absences et mon attention sporadique. Il me ressemblait, ce géranium, tenace, survivant. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Lyon se réveillait lentement de la torpeur des fêtes. Les décorations commençaient à disparaître des vitrines. Les guirlandes étaient décrochées, les sapins traînaient sur les trottoirs. La vie reprenait son cours normal, comme si Noël n'avait été qu'une parenthèse dorée dans la grisaille de l'hiver. Je sortais faire mes courses au marché de la Croix-Rousse, saluant les commerçants que je connaissais depuis des décennies. Monsieur Bertrand, le fromager, avec sa moustache grise et son sourire chaleureux. Madame Colette, qui vendait des légumes et me gardait toujours les plus beaux poireaux. Ils ne savaient rien de ce qui s'était passé. Pour eux, j'étais juste Madeleine, la dame tranquille qui achetait toujours les mêmes choses, qui payait toujours en espèces, qui disait toujours merci. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Je marchais différemment, la tête plus haute, les épaules plus droites, comme si en refusant de payer cette voiture, j'avais retrouvé une partie de moi-même que j'avais perdue depuis longtemps. Le 28 décembre, j'ai reçu un texto de Julien, court, sec. « Il faut qu'on parle, c'est important. » Je ne l'ai pas effacé cette fois. Je l'ai gardé, le relisant plusieurs fois, essayant de deviner ce qu'il y avait derrière ces mots. De la colère, du désespoir, de la manipulation, probablement un mélange des trois. Je n'ai pas répondu. Le 29 décembre, on a frappé à ma porte. 3 coups secs, impatient. J'ai regardé par le Judas. C'était Julien, seul. Il avait les traits tirés, les yeux rouges, des cernes profonds qui lui donnaient 10 ans de plus. Il portait son manteau noir, celui que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Ce détail m'a fait quelque chose, un petit pincement au cœur. Mais je suis restée immobile, silencieuse, observant cet homme qui était mon fils et qui me semblait maintenant si étranger. Il a frappé encore. « Maman, je sais que tu es là, s'il te plaît, on doit parler. » Sa voix était différente de celle du message, plus douce, plus vulnérable. J'ai posé ma main sur la poignée, hésitant. Une partie de moi voulait ouvrir immédiatement, le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. C'était l'instinct maternel,
cette chose profonde et primitive qui refuse de mourir même quand on a été blessé. Mais une autre partie, plus forte, plus froide, me retenait. Il a frappé une 3e fois. Puis j'ai entendu sa voix se briser. « Maman, je suis désolée. » Ces 3 mots ont tout changé. Pas parce qu'ils étaient nouveaux, il les avait déjà dit, dans le passé, pour des choses bien moins graves, mais parce que cette fois, je les ai entendus différemment. Cette fois, ils sonnaient vrais. J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, tremblant légèrement, les mains dans les poches, le regard fuyant. Il ne ressemblait plus à l'homme qui m'avait poussé contre un mur. Il ressemblait à un enfant perdu, à mon enfant perdu. « Entre !» j'ai dit, ma voix neutre, sans chaleur mais sans hostilité non plus. Il est entré lentement, comme s'il marchait sur des œufs, regardant autour de lui, comme s'il découvrait l'appartement pour la première fois. Pourtant, il avait grandi ici, dans ce salon, dans cette cuisine. Chaque centimètre carré de cet espace contenait des souvenirs de lui, ses premiers pas, ses devoirs étalés sur la table, ses crises d'adolescent, ses rires. Il s'est assis sur le canapé, mains jointes, tête baissée. Je me suis assise en face de lui, dans le fauteuil où Henri avait l'habitude de lire son journal. Ce fauteuil était devenu le mien après sa mort, mon refuge, l'endroit où je me sentais encore connectée à lui d'une certaine manière. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Le silence n'était pas confortable, mais il n'était pas hostile non plus. C'était un silence nécessaire, un espace où chacun rassemblait ses pensées, cherchait ses mots. Puis il a parlé. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, j'ai répondu, ma voix calme, posée. Écoute. Il a levé les yeux vers moi. Il y avait des larmes dedans, de vraies larmes. Pas des larmes de manipulation, pas des larmes de colère, mais des larmes de quelqu'un qui commence enfin à comprendre ce qu'il a fait. Tu m'as poussé. J'ai commencé, sans élever la voix. Tu m'as laissé ta femme me frapper. Tu m'as dit de rester loin de vous. Et maintenant, tu es là, parce que tu as besoin de moi. Encore, toujours. Maman, Non, laisse-moi finir. Ma voix était ferme, mais pas cruelle. J'avais répété ces mots dans ma tête pendant des jours, les affinant, les pesant, m'assurant qu'ils disaient exactement ce que je ressentais. Pendant 48 ans, j'ai tout donné pour toi. J'ai travaillé jusqu'à m'épuiser pour que tu aies ce dont tu avais besoin. Quand ton père est mort, j'ai dû faire des choix impossibles. Garder la maison ou te payer des études décentes, manger correctement ou t'acheter des vêtements de marque pour que tu ne sois pas moqué à l'école. Je n'ai jamais pris de vacances. Je n'ai jamais acheté de choses pour moi. Tout ce que j'avais, c'était pour toi. Pour que tu aies une vie meilleure que la mienne. Je me suis penchée en avant, le regardant droit dans les yeux. Et tu sais ce que j'ai reçu en retour? Des coups, de la honte, et 8 400 € volés. On ne t'a pas volé. Le contrat était une excuse. Ma voix s'est durcie. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Tu savais qu'Élodie prenait cet argent sans me demander. Tu savais, et tu n'as rien dit. Parce que c'était plus facile, parce que je suis ta mère, et les mères sont censées tout accepter, n'est-ce pas? Il a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Il pleurait maintenant, silencieusement, les larmes coulant sur ses joues. Et quelque chose en moi s'est adouci. Pas beaucoup. Pas assez pour oublier, mais assez pour écouter. « Je suis désolé, » il a murmuré, la voix cassée. « Je suis tellement désolé, maman. » « Désolé ne suffit pas, Julien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il a levé les yeux, désespéré, suppliant. « Dis-moi, je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. » J'ai respiré profondément. J'avais pensé à ce moment pendant des jours. J'avais imaginé différentes versions de cette conversation, différentes façons dont elle pourrait se terminer. Dans certaines, je le jetais dehors. Dans d'autres, je cédais immédiatement. Mais maintenant, assise là, face à mon fils brisé, j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment n'était ni la vengeance ni le pardon facile. Je voulais la justice et le respect. « Je veux que tu me rendes mon argent », j'ai dit calmement. « Les 8 400 €, chaque centime. »« Maman, on n'a pas... Je ne veux pas d'excuses.
Je ne veux pas entendre que c'est difficile, que vous n'avez pas les moyens. Vous n'aviez pas les moyens de me voler non plus, mais ça ne vous a pas arrêté. » Il a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Et tant que je ne l'aurai pas, j'ai continué, ma voix devenant plus froide. Je ne paierai pas un seul euro pour cette voiture, ni maintenant, ni jamais. Son visage est devenu blanc comme un linge. Maman, sans la voiture, je ne peux pas aller au travail. Élodie non plus. On perdra nos emplois, on perdra l'appartement. S'il te plaît. Vous auriez dû y penser avant de me voler, avant de me frapper, avant de me jeter dehors comme un déchet. Il s'est levé brusquement, les mains tremblantes, les yeux agrandis par la panique. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je le fais. Élodie va. Élodie peut aller au diable, j'ai dit, et ces mots ont résonné dans la pièce comme une cloche. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé, comme si je venais de dire quelque chose d'impensable. Puis, sans un mot de plus, il a tourné les talons et est sorti en claquant la porte si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. Je suis restée assise là, seule, dans le silence qui suivait. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient légèrement. Mais pour la première fois depuis très très longtemps, j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que j'avais tenu bon. Je n'avais pas cédé. Je m'étais respectée. Le lendemain matin, très tôt, j'ai reçu un appel de la banque confirmant que la voiture serait reprise dans les 48 heures. J'ai remercié poliment l'employé et j'ai raccroché. Puis, j'ai préparé mon café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé Lyon s'éveiller sous un ciel gris d'hiver. Julien m'a envoyé un message dans l'après-midi, un seul. « J'espère que tu es fier de toi. » Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai tapé une réponse. Je le suis. Mais je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai effacé, parce qu'il ne méritait même pas cette réponse. Il ne méritait que le silence. 2 jours ont passé, puis 3. Je vivais ma vie normalement. Courses, lecture, promenade dans le quartier. Mais je sentais quelque chose changer en moi. Une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comme si en refusant d'être la victime, j'avais retrouvé une partie de ma dignité. Puis, le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a frappé à ma porte. 2 coups légers, hésitants. J'ai regardé par le Judas, et mon cœur s'est serré. C'était Élodie. Elle se tenait sur le palier, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval négligée, vêtue d'un simple pull gris et d'un jean délavé. Elle ne ressemblait plus à la femme élégante et calculatrice de la soirée de Noël. Elle ressemblait. Fatiguée, humaine, vulnérable. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle avait pleuré. Beaucoup. Pendant un long moment, je suis restée figée, la main sur la poignée, me demandant si j'allais ouvrir. Une partie de moi voulait ignorer les coups, faire comme si je n'étais pas là. Mais quelque chose dans son langage corporel, la façon dont ses épaules s'affaissaient, dont elle regardait le sol, m'a fait hésiter. J'ai ouvert la porte. « Je peux entrer ?» Elle a demandé, la voix rauque, presque inaudible. J'ai hésité encore. Chaque fibre de mon être me criait de claquer la porte, de la laisser dehors dans le froid. Mais quelque chose dans son regard, pas de la colère, pas de la fierté, juste de la peur pure, m'a arrêté. 5 minutes, j'ai dit d'un ton neutre. Elle est entrée, marchant lentement, prudemment, comme si elle s'attendait à ce que je change d'avis à tout moment. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée debout près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger du froid, ou de moi. Julien ne sait pas que je suis là, elle a commencé, sa voix tremblante. Il pense que je suis chez ma sœur. « Pourquoi es-tu venue ?» J'ai demandé, restant debout près de la porte, gardant mes distances. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Parce que tu as raison. » Ces 4 mots ont flotté dans l'air entre nous. Je n'ai rien dit. J'attendais, les bras croisés, mon visage impassible. On t'a volé, je t'ai volé. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, un geste maladroit, presque enfantin. Le contrat, les transferts automatiques, tout ça, c'était mon idée. Pas celle de Julien. Moi. Pourquoi ? Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais voulu. Elle a respiré profondément, cherchant ses mots. Parce que je pensais que tu ne le remarquerais jamais. Parce que tu es gentille. Trop gentille.
et les gens gentils. Elle a baissé les yeux. On peut les utiliser. Le silence qui a suivi était lourd, épais. Je la regardais, cette femme qui m'avait volé, qui m'avait frappé, et j'attendais qu'elle continue. Mon père était comme ça, elle a murmuré. Il donnait tout à tout le monde. Il prêtait de l'argent qu'il n'avait pas. Il signait des papiers sans les lire. Il voulait tellement être aimé, être utile, qu'il ne voyait pas qu'on l'exploitait. Et à la fin, on nous a tout pris. La maison, les meubles, tout. Il est mort avec des dettes qu'on rembourse encore, ma sœur et moi. Et donc tu as décidé de devenir comme ceux qui l'ont volé? Non. Elle a secoué la tête, les larmes coulant maintenant librement. Je ne sais pas. Je me suis dit qu'il valait mieux être du côté de ceux qui prennent que de ceux qui donnent, que c'était la seule façon de ne pas finir comme lui, comme une victime. Elle s'est effondrée sur le canapé, la tête entre les mains, les épaules secouées de sanglots. Et malgré tout, malgré ma colère, malgré ma douleur, j'ai senti quelque chose en moi fléchir. Parce que je comprenais. D'une certaine manière tordue, je comprenais. Elle se tenait sur le palier, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un simple pull gris et d'un jean. Elle ne ressemblait plus à la femme élégante et calculatrice de la soirée de Noël. Elle ressemblait. Fatiguée. Humaine. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle avait pleuré. « Je peux entrer ?» Elle a demandé, la voix rauque. J'ai hésité. Chaque fibre de mon être me criait de claquer la porte. Mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. 5 minutes, j'ai dit. Elle est entrée. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée debout près de la fenêtre, regardant la rue, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger du froid. Ou peut-être de moi. Le silence entre nous était dense, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de toutes les blessures encore fraîches. Julien ne sait pas que je suis là. Elle a commencé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il pense que je suis chez ma sœur. Pourquoi es-tu venue ? Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient de larmes qui menacèrent de déborder à tout moment. Parce que tu as raison. Je n'ai rien dit, j'attendais. Mon corps était tendu, mes bras croisés défensivement devant moi. Je n'allais pas lui faciliter les choses. Pas après ce qu'elle m'avait fait. On t'a volé, je t'ai volé. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, un geste maladroit qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Le contrat, les transferts automatiques, tout ça, c'était mon idée. Pas celle de Julien. Moi. Pourquoi ? Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais voulu, chargé de toute la colère que j'avais accumulée. Elle a respiré profondément, cherchant ses mots, rassemblant visiblement son courage. Parce que je pensais que tu ne le remarquerais jamais. Parce que tu es gentille, trop gentille, et les gens gentils. On peut les utiliser. Elle a fait une pause, la honte évidente sur son visage. Mon père était comme ça. Il donnait tout à tout le monde. Il prêtait de l'argent qu'il n'avait pas. Il signait des papiers sans les lire. Et à la fin, on nous a tout pris. La maison, les meubles, tout. Il est mort avec des dettes qu'on rembourse encore. Et donc tu as décidé de devenir comme ceux qui l'ont volé ? Non, je ne sais pas. Elle s'est assise sur le canapé, la tête entre les mains, comme si le poids de ses propres actes devenait trop lourd à porter debout. Je me suis dit qu'il valait mieux être du côté de ceux qui prennent que de ceux qui donnent, que c'était la seule façon de survivre. Et Julien ? Son nom entre nous a créé une tension nouvelle. Elle a levé la tête, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité authentique. Julien ne voulait pas, au début. Il disait que ce n'était pas bien, que tu méritais mieux. Mais je l'ai convaincu. Je lui ai dit qu'on avait besoin de cet argent pour survivre, que tu ne le remarquerais pas parce que tu en avais suffisamment, que tu serais d'accord si tu savais à quel point on était dans le besoin. Elle a ri amèrement, sans joie, et il m'a cru, parce qu'il m'aime, ou parce qu'il est faible, ou les deux, je ne sais plus. Nous sommes restées silencieuses. La pluie avait commencé à tomber, tambourinant doucement contre la fenêtre, créant une mélodie mélancolique qui semblait accompagner nos paroles. Je l'ai regardé,
cette femme que j'avais détestée pendant des jours, que j'avais imaginée confrontée de 1000 façons différentes, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la vulnérabilité, de la honte, de la douleur réelle. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ?» j'ai demandé, ma voix un peu plus douce, malgré moi. Parce que tout s'effondre. Elle a ri à nouveau, ce rire brisé qui n'avait rien de joyeux. Sans la voiture, Julien a perdu son travail hier. Son patron a dit qu'il était trop souvent en retard ces dernières semaines, que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Moi, j'ai démissionné il y a 3 jours, parce que je ne supportais plus les regards de mes collègues après qu'ils ont vu les vidéos de cette soirée. Quelqu'un les a postées en ligne. On est devenu une blague sur les réseaux sociaux. Le couple qui maltraite sa belle-mère âgée pour de l'argent. Les commentaires sont cruels, très cruels. Elle a sorti son téléphone, me l'a tendu. J'ai vu les vidéos, filmées par leurs invités. Moi, poussé contre le mur. Moi, giflé. Moi, humilié. Et en dessous, des centaines de commentaires. Quelle honte! Ces gens sont des monstres. J'espère que la vieille dame va porter plainte. Ils méritent de tout perdre. J'ai détourné le regard. Voir ces images m'a fait revivre la douleur, mais d'une manière étrange. Elles m'ont aussi donné de la force, parce que le monde entier pouvait voir ce qu'il m'avait fait. Je n'étais pas folle, je n'avais pas exagéré. Et l'appartement ? J'ai demandé, lui rendant le téléphone. On ne peut plus payer le loyer, le propriétaire nous a donné jusqu'à la fin du mois. Après ça. Elle a haussé les épaules, un geste de résignation totale. On ne sait pas où on va aller. Ma sœur n'a qu'un studio. Les parents de Julien sont morts. On n'a personne d'autre. On va tout perdre. Et c'est ma faute, entièrement ma faute. Une partie de moi voulait dire « Bien, vous le méritez. Vous récoltez ce que vous avez semé. » Ces mots étaient sur le bout de ma langue, prêts à sortir avec toute la force de ma colère justifiée. Mais une autre partie, une partie que je ne comprenais pas encore complètement, ressentait. De la pitié. Pas pour elle nécessairement, mais pour la situation. Pour le gâchis que tout cela était devenu. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Élodie ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « Je veux te rembourser. Chaque centime, même si ça prend des années. Même si je dois travailler jour et nuit, je veux. Je veux essayer de réparer ce que j'ai cassé. » Sa voix s'est brisée. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas ça. Je ne mérite pas ton pardon. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Julien payer pour mes erreurs. Il est faible, oui, mais il n'est pas mauvais. Il t'aime, vraiment. Il a juste oublié comment te le montrer. Ou peut-être que je l'ai empêché de te le montrer. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mon fils, à toutes les années où nous avions été heureux ensemble, juste lui et moi, contre le monde après la mort d'Henri. Je me suis souvenu de la façon dont il grimpait sur mes genoux quand il avait peur pendant les orages. De la façon dont il me serrait la main en traversant la rue. De la façon dont il me disait « Je t'aime, maman », avec une telle sincérité que mon cœur se gonflait de bonheur. À toutes les fois où il m'avait appelé « maman » avec tendresse, et pas avec cette irritation froide que j'avais entendue ces dernières années. J'ai pensé à Henri aussi, qui me disait toujours « Madeleine, tu as le cœur trop grand. Un jour, quelqu'un va en profiter. » Il avait raison, comme toujours. Mais peut-être que ce grand cœur était aussi ma force, ma dignité, ce qui me rendait humaine dans un monde qui encourageait la dureté. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Élodie. Elle attendait ma réponse, tremblante, vulnérable, complètement à ma merci. « Je vais te dire ce que je vais faire », j'ai dit lentement, pesant chaque mot. « Je vais reprendre les paiements de la voiture. Mais seulement si vous me rendez mon argent, 500 € par mois, pas de retard. Pas d'excuses, pas de mensonges. Oui, oui, on le fera, je te le promets. Et je veux que vous alliez voir un conseiller familial, ensemble, un vrai professionnel. Vous avez besoin d'aide, tous les deux. Cette relation est toxique, et si vous ne faites rien pour la réparer, elle va vous détruire. » Elle a hoché la tête vigoureusement, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « On le fera, je ferai tout ce que tu demandes. » Et une dernière chose, ma voix est devenue plus dure, plus ferme. Ne me frappe plus jamais, toi ou lui.
Si ça arrive encore, ne serait-ce qu'une fois, je porte plainte. Et je ne reculerai pas. Je n'hésiterai pas. Et avec ces vidéos comme preuve, vous irez en prison. C'est clair? Ça n'arrivera pas, jamais. Je te le promets, je te le jure sur tout ce qui m'est cher. Il y a eu un long silence. Puis, à ma grande surprise, elle s'est levée, s'est approchée de moi lentement, prudemment, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte calculée ou forcée, c'était maladroit, hésitant, mais sincère. J'ai senti son corps trembler contre le mien. J'ai senti sa peur, sa honte, son soulagement, et lentement, très lentement, comme si mes bras bougeaient de leur propre volonté, je les ai levés et je les serrai en retour. Pas avec chaleur, pas avec amour, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion, à de l'humanité. Quand elle est partie quelques minutes plus tard, après m'avoir encore remercié entre deux sanglots, je suis resté debout près de la fenêtre, regardant sa silhouette disparaître dans la rue mouillée. Puis j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus libérateur. J'ai pleuré parce que je venais de comprendre quelque chose d'essentiel sur moi-même et sur le monde. Pardonner ne signifie pas oublier. Ça ne signifie pas laisser les gens nous faire du mal sans conséquence. Ça ne signifie pas être faible ou naïf. Ça signifie choisir de ne pas laisser la douleur nous détruire de l'intérieur. Choisir de rester humaine, même quand le monde nous pousse à devenir dur et amer. Choisir de croire que les gens peuvent changer, même si souvent ils ne changent pas. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Pas parce que tout était résolu. Pas parce que je faisais confiance à Élodie, mais parce que j'avais fait un choix qui me ressemblait. Un choix qui honorait la personne que je voulais être. Les jours suivants ont été étrangement calmes. J'ai appelé la banque et repris les paiements de la voiture. L'employée au téléphone semblait surprise, mais elle a traité ma demande efficacement. Julien m'a envoyé un message simple. « Merci, maman. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Il fallait que les choses se reconstruisent lentement, pierre par pierre. Élodie a tenu parole. Le premier paiement de 500 € est arrivé 2 semaines plus tard, accompagné d'un reçu manuscrit avec la date et sa signature. Elle avait trouvé un travail dans un café près de Bellecour, un travail modeste mais honnête. Julien aussi avait trouvé quelque chose, un poste de livreur pour une entreprise de courses en ligne. Ce n'était pas ce qu'il avait avant, mais c'était un début. Ils sont venus me voir un dimanche après-midi, 3 semaines après la visite d'Élodie. Ensemble, cette fois. Ils se tenaient sur le palier, nerveux, comme 2 enfants attendant d'être punis. Mais ils sont venus. C'était déjà quelque chose. J'ai préparé du café. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, cette même table où j'avais nourri Julien quand il était petit, où Henri et moi avions pris nos petits déjeuners pendant tant d'années. L'atmosphère était tendue au début, les silences lourds et inconfortables. Puis, Julien a parlé. « Maman, je ne sais pas par où commencer pour m'excuser. » « Alors ne commence pas par des excuses, » j'ai dit doucement. « Commence par me dire la vérité. Toute la vérité. Comment on en est arrivé là ?» Et il a parlé. Pendant 1 heure, il a tout déballé. Les pressions financières, les mensonges qu'il s'était racontés à lui-même pour justifier le vol, la façon dont il avait fermé les yeux sur tant de choses parce qu'il avait peur de perdre Élodie, la honte qu'il ressentait maintenant. Élodie a parlé aussi, de son passé, de ses peurs, de ses erreurs. Elle n'a pas cherché à se justifier, seulement à expliquer. Et quelque part dans cette conversation difficile et douloureuse, quelque chose a commencé à se réparer. Pas complètement, pas rapidement, mais lentement, comme une fissure qu'on colmate petit à petit. Mais l'histoire n'était pas finie. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose qui allait remettre en question tout ce que je pensais savoir. Quelque chose qui allait me forcer à décider, une fois encore, quel genre de personne je voulais vraiment être. Le courrier est arrivé un mardi matin, glissé sous ma porte avec les publicités habituelles et les factures. Une enveloppe blanche, sans adresse de retour, mon nom écrit à la main en lettres soignées et élégantes.
J'ai ouvert machinalement, m'attendant à une autre sollicitation caritative ou à une invitation à un événement local. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a coupé le souffle. C'était une lettre. Et elle commençait par ces mots. « Chère Madame Artaud, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre fils. Et je pense que vous devez savoir la vérité. » Mes mains ont commencé à trembler. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Et j'ai su, avant même de continuer à lire, que ma vie était sur le point de changer encore une fois. Le courrier est arrivé un mardi matin, glissé sous ma porte avec les publicités habituelles et les factures. Une enveloppe blanche, sans adresse de retour, mon nom écrit à la main en lettres soignées. J'ai ouvert machinalement, m'attendant à une autre demande de charité ou à une invitation à un événement local. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a coupé le souffle. C'était une lettre, et elle commençait par ces mots. « Chère Madame Artaud, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre fils, et je pense que vous devez savoir la vérité. » J'ai dû m'asseoir. Mes mains tremblaient tellement que les mots dansaient devant mes yeux. J'ai respiré profondément et j'ai continué à lire. Je m'appelle Camille Rousseau. Je travaillais avec Julien jusqu'à il y a 6 mois, avant qu'il ne soit muté dans un autre service. Nous étions proches. Très proches. Trop proches. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé. Mais je pense que vous méritez de savoir qui est réellement votre belle-fille et pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Élodie Vernier n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle a un passé qu'elle vous cache. Il y a 4 ans, elle a été condamnée pour fraude bancaire. Elle a escroqué une vieille dame de 82 ans en se faisant passer pour une conseillère financière. Elle a pris 75 000 € avant d'être arrêtée. Elle a fait 18 mois de prison. Julien le sait. Il l'a toujours su. Il vous l'a caché parce qu'il avait peur que vous ne l'acceptiez jamais. Je vous écris parce que je vois ce qui se passe. J'ai vu les vidéos en ligne. J'ai vu comment elle vous traite. Et je sais que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a un schéma. Elle trouve des gens gentils, vulnérables, et elle les saigne à blanc. Julien est sa victime autant que vous. Mais il est trop amoureux ou trop aveugle pour le voir. Je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous sachiez. Faites-en ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, protégez-vous. Et si vous le pouvez, protégez Julien aussi. Camille Rousseau. J'ai laissé la lettre tomber sur la table. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Fraude bancaire. Prison. Une vieille dame escroquée. Tout tournait dans ma tête, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblaient soudainement pour former une image horrible et cohérente. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché Élodie Vernier Fraude Lyon sur Internet. Et c'était là. Un article de journal local datant de 4 ans. Sa photo. Plus jeune, les cheveux plus courts, mais c'était elle. Une femme de 28 ans condamnée à 2 ans de prison pour escroquerie envers une personne âgée. Mon estomac s'est retourné. J'ai appelé Julien. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Maman, on doit parler, maintenant. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pas au téléphone, viens chez moi, seul. » Il y a eu un silence. « Maman, je travaille, Julien, viens, maintenant. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai relu la lettre 3 fois, cherchant un détail qui pourrait la rendre fausse, une preuve que c'était un mensonge. Mais tout concordait. Les trous dans l'histoire d'Élodie. Son malaise quand je lui posais des questions sur sa famille, sa façon de me regarder comme si elle évaluait constamment ma valeur, mon utilité. Julien est arrivé 1 heure plus tard. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les yeux cernés. Élodie et lui habitaient maintenant chez une amie, un petit studio où ils dormaient sur un canapé-lit. Les paiements de remboursement avaient recommencé, mais c'était dur, très dur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» il a demandé en s'asseyant. J'ai posé la lettre devant lui. « Lisse. » Il a pris la lettre. J'ai vu son visage changer au fur et à mesure qu'il lisait. D'abord la surprise, puis la pâleur, puis la colère. C'est des conneries. « Vraiment ?» J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'article. « Explique-moi ça, alors. » Il a regardé l'écran. Son visage est devenu blanc comme un linge. « Maman, Tu savais ? » « Oui. »
Ce seul mot m'a brisé. Pas la fraude, pas la prison, mais le mensonge constant, délibéré, qui avait duré des années. Pourquoi ? J'ai murmuré. Pourquoi me cacher ça ? Parce que je savais que tu ne l'accepterais jamais. Je savais que tu la jugerais avant même de la connaître. Et tu avais raison, parce qu'elle m'a volé, exactement comme elle a volé cette vieille dame, exactement comme elle le fera encore si personne ne l'arrête. Elle a changé. Non, Julien, elle ne change pas. Les gens comme elle ne changent jamais. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. Il s'est levé, les poings serrés. Tu ne la connais pas comme moi. Et toi, tu ne vois pas qui elle est vraiment. Tu es aveuglé par l'amour, ou par la peur, ou par je ne sais quoi. Mais tu refuses de voir la vérité. La vérité ? Il a ri, un rire amer. La vérité, c'est que tu ne lui as jamais donné sa chance, depuis le début. Tu l'as jugée, tu l'as traitée comme une menace. Et maintenant que tu as une excuse, tu l'utilises pour la détruire. Je ne veux pas la détruire, Julien. Je veux te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Il est parti en claquant la porte. Et je suis restée là, seule, tenant cette lettre, me demandant si j'avais fait la bonne chose, me demandant si mon fils me parlerait à nouveau un jour. 3 jours ont passé. Pas d'appel, pas de message, rien. Puis, le 4e jour, on a de nouveau frappé à ma porte. C'était Élodie. Elle se tenait là, le visage fermé, les yeux durs. « On doit parler », elle a dit. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises face à face, comme 2 étrangères, ou comme 2 ennemis. Julien m'a tout dit. Elle a commencé. La lettre, l'article, tout. Et je ne vais pas te supplier de me pardonner. Je ne vais pas te dire que j'ai changé, parce que je sais que tu ne me croiras pas. Mais je vais te dire une chose. Elle s'est penchée en avant. Ce que j'ai fait il y a 4 ans, je le regrette chaque jour. Cette femme que j'ai volée, Madame Blanchard, elle me hante. Je vois son visage quand je ferme les yeux. J'entends sa voix tremblante quand elle m'a demandé où était son argent. Et je sais que je ne pourrai jamais réparer ça. Alors pourquoi recommencer ? Pourquoi me voler, moi ? Parce que c'est tout ce que je sais faire. Sa voix s'est brisée. Mon père était un escroc, ma mère aussi. J'ai grandi en regardant les gens comme des cibles, comme des ressources. Et même après la prison, même après avoir juré que je changerais, je retombe dans les mêmes schémas. Parce que c'est plus facile, parce que j'ai peur de ne pas être assez bien pour mériter une vie normale. Elle a pleuré, de vraies larmes cette fois, pas de manipulation, pas de calcul, juste de la douleur. Mais Julien me fait croire que je peux être meilleur. Il me voit différemment, il me voit comme quelqu'un de bien, et je veux être cette personne, pour lui, pour moi, même si c'est dur, même si j'échoue parfois. J'ai regardé cette femme que j'avais haïe, que j'avais voulu détruire, et j'ai vu ce que Julien voyait. Pas un monstre, pas une escroque, mais une personne brisée qui essayait désespérément de se reconstruire. Si je te donne une chance, j'ai dit lentement, une seule chance, qu'est-ce que tu feras ? Je te rembourserai. Chaque centime. Je trouverai un travail, n'importe lequel. Je suivrai une thérapie et je ferai tout pour mériter la confiance de Julien et la tienne. Et si tu échoues, alors je partirai. Je quitterai Julien, je quitterai Lyon et je ne reviendrai jamais. Nous nous sommes regardés. 2 femmes, 2 générations, 2 vies différentes, mais unies par un seul fil fragile. L'amour pour le même homme. D'accord, j'ai dit. Une chance. Elle a souri. Un vrai sourire, pour la première fois. Et j'ai souri aussi, parce que j'avais compris quelque chose. Quelque chose que la vie m'avait appris trop tard, mais que je ne voulais pas oublier. Tout le monde mérite une seconde chance, même ceux qui nous ont fait du mal, même ceux qui ne le méritent pas. Parce que sans seconde chance, il n'y a pas de rédemption. Et sans rédemption, il n'y a que de la haine. Et je refusais de vivre dans la haine. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, Élodie travaille dans un café près de Bellecour. Julien a retrouvé un emploi. Ils ont déménagé dans un petit appartement, modeste mais à eux. Et chaque mois, sans faute, 500 € apparaissent sur mon compte. Nous ne sommes pas une famille parfaite.
Nous ne le serons peut-être jamais, mais nous essayons. Et parfois, essayer est tout ce qui compte. Cette histoire m'a appris quelque chose de précieux. La famille n'est pas seulement faite de sang, elle est faite de choix. Le choix de pardonner, le choix de croire, le choix de rester, même quand partir serait plus facile. Et je choisis de rester. Parce que l'amour, le vrai amour, ne se mesure pas dans les moments faciles. Il se mesure dans ceux où tout semble perdu et où l'on décide quand même de se battre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ma douleur, ma colère et finalement mon espoir. N'oubliez jamais, vous êtes plus forte que vous ne le pensez et vous méritez le respect, toujours. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ma voix résonne encore quelque part en vous, c'est parce que quelque chose dans mon histoire a touché une partie de votre âme que vous pensiez peut-être avoir enfouie. Cette partie qui connaît la trahison. Cette partie qui connaît la douleur de donner tout ce qu'on a et de recevoir si peu en retour. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas votre visage, ni votre nom. Mais je sais que vous m'avez écouté. Et cela, en soi, est un acte de confiance. Vous m'avez donné votre temps, votre attention, peut-être même vos larmes. Et pour cela, je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais qui mérite d'être posée. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous eu la force de dire non? Auriez-vous fermé la porte à votre propre enfant? Ou auriez-vous cédé encore une fois, par amour, par habitude, par peur de la solitude? Il n'y a pas de jugement dans cette question, seulement de la curiosité, seulement l'envie de comprendre comment chacune de nous navigue dans ces eaux troubles qu'on appelle la famille. Ces eaux où l'amour et la douleur se mélangent si souvent qu'on ne sait plus où commence l'un et où finit l'autre. J'aimerais que vous me le disiez. Dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, partagez avec moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi si mon histoire a réveillé quelque chose en vous. Un souvenir, une blessure, une force que vous ne saviez pas que vous possédiez. Et s'il vous plaît, dites-moi d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays. Parce que même si nous sommes séparés par des kilomètres, par des océans, par des frontières, nous sommes unis par quelque chose de plus fort. Nous sommes unis par nos expériences, par nos cicatrices, par cette dignité silencieuse que nous portons toutes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des choses similaires. Peut-être pas exactement les mêmes, mais suffisamment proches pour que vous compreniez. Peut-être avez-vous été volé par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Peut-être avez-vous été rejeté par ceux que vous aimiez le plus. Peut-être êtes-vous encore en train de vivre cette douleur, en ce moment même, ne sachant pas comment vous en sortir. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Il y a des milliers, des millions de femmes comme nous qui ont survécu à l'impossible. Qui se sont relevées quand tout le monde pensait qu'elles resteraient à terre? Qui ont choisi la dignité quand le monde leur offrait l'humiliation? Et nous sommes encore là, encore debout, encore capables d'aimer, de pardonner, de croire en quelque chose de meilleur. Cela, personne ne peut nous l'enlever. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, de la colère, de la tristesse, de l'espoir, du soulagement, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il y a encore tant d'histoires à raconter, tant de voix qui méritent d'être entendues, tant de vérités qui attendent d'être partagées, des histoires de femmes qui ont refusé de disparaître dans le silence, de femmes qui ont choisi de se respecter même quand cela leur a coûté tout ce qu'elles avaient, de femmes qui ont compris que pardonner ne signifie pas oublier, mais refuser de laisser la haine nous consumer. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir une chaîne, vous rejoignez une communauté, une famille invisible mais réelle, composée de femmes fortes, de survivantes, de guerrières silencieuses qui continuent d'avancer malgré tout. Alors laissez votre commentaire, partagez votre ville, votre pays. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous avez votre propre histoire, si vous portez votre propre douleur, sachez que vous pouvez la partager ici. Cet espace est sûr. Nous sommes toutes ici pour nous écouter, nous comprendre, nous soutenir, parce que c'est ça la vraie force.
Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, encore et encore, et de tendre la main à celle qui est tombée à côté de nous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et rappelez-vous, vous valez plus que ce que quiconque vous a fait croire. Vous méritez le respect, vous méritez l'amour, et vous méritez la paix.